Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Crypto Fan Club. Je suis aujourd'hui en compagnie de Capet qui va nous éclairer un petit peu de ses lumières sur le monde de la crypto-monnaie et plus particulièrement sur le minage. Vous allez voir, aujourd'hui on va pas mal diverger et tout. On a un petit peu un sujet libre, donc c'est assez cool. Capet, comment vas-tu? Bah, écoute, ça va très bien. Je me suis mis le retour parce que là, tu vois, j'allais gigoter dans tous les sens. Ça va super, faut le temps de démarrer. Si j'ai l'air un peu mou, les gars, vous inquiétez pas, ça va venir. On va parler crypto et ça va passer beaucoup mieux après. Ça va se passer beaucoup mieux. Alors déjà, si tu peux juste te présenter, Capet, Bien sûr. donc qu'est-ce que tu fais déjà dans la vie et puis comment t'en es arrivé à parler et à intégrer la crypto-monnaie? Super. Bah écoute, par où commencer? Moi, de base, je suis youtubeur, vraiment de base, on va dire. J'ai commencé à consommer du contenu sur YouTube en 2007, Ouais, à ah en ouais, créer vers 2009. ok. Et moi, de base, je suis un gamer. Donc, j'ai vraiment essayé de me faire, mon petit nom. C'est-à-dire que tous les petits jeunes qui peuvent nous suivre, qui essaient de se faire un nom, que ce soit dans l'e-sport, dans YouTube et cetera, bah, j'ai été comme eux, mais quand YouTube, c'était rien, j'ai eu cette chance-là et j'étais absolument persuadé à l'époque que YouTube est quelque chose qui allait exploser, en fait. Ouais, Donc j'ai essayé de focus ça et c'est comme ça que j'ai réussi à me faire un petit nom. Et puis, bon, bah, je passe cette étape-là. Après, j'ai créé ma boîte qui était un concurrent de Twitch à l'époque, c'était vers 2013. Ça s'est pas hyper bien passé parce qu'on bossait avec Dailymotion. ouais. Voilà. Bon, Et puis voilà, et aujourd'hui, je suis, toujours à mon compte, youtubeur, donc principalement dans le gaming, l'informatique et la vulgarisation autour des crypto-monnaies. ouais. Et aujourd'hui, bon, bah, on va parler crypto du coup. Bah top, je vois en tout cas tes vidéos récentes, c'est souvent de l'optimisation Mmh. PC, des choses comme ça, donc c'est vraiment Ouais. devenu ta spécialité. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui te suivent sur les réseaux sociaux et qui doivent j'imagine, spammer de questions. Tiens, est-ce qu'il faut faire ça, Ouais. est-ce qu'il faut faire ça, ou quand Oui, il y a du oui, nouvel oui. matériel, du nouveau matériel informatique qui sort. Donc voilà vraiment l'aspect technique quoi du PC aussi. Et j'imagine que bah, c'est ce qui t'a amené un petit peu dans les cryptos. Comment t'es tombé dedans entre guillemets? Comment ça a commencé à t'intéresser? Alors, bonne question. En fait, j'ai à un moment donné, bon, je vivais à Dublin en Irlande, je m'étais fait quelques potes là-bas, dont Ouais, un Français à Dublin. Je fais la précision parce qu'elle est importante, je trouve. ouais, Un Français à Dublin et bon, c'était un super bon pote. Initialement, on avait un collègue en commun de Twitter, voilà, pour le citer, c'est Inglorious Jojo et non, ça me dit quelque du chose. coup Jojo, ouais, qui aime bien rager sur Twitter, c'est le personnage. Et du coup, on s'est rencontrés sur Dublin. Voilà, on a bien discuté. C'est un développeur qui connaissait bien bah, tout ce qui était tech et tout. Donc, c'était intéressant comme échange. Et à un moment donné, le sujet du Bitcoin est venu. Ouais, Donc, lui, il est dans les cryptos depuis 2012 ou 2013, je crois. Et en fait, le concernant, bah, il a un petit peu tout vu, tu vois. ok, Moi, je connaissais Bitcoin de nom, mais c'est tout. On me disait: «Ouais, tu peux miner du bitcoin, tu peux gagner de l'argent», mais pour moi, ça n'avait absolument aucun sens puisque je ne savais pas ce que c'était. ouais, Et en fait, au fur et à mesure des discussions, le bitcoin est venu sur le devant parce que, bah, déjà, il y avait les questions vis-à-vis de la protection des données sur internet. Tu sais, on commençait à se poser les questions de Facebook qui siphonnait les données, ouais, de Google qui avait un vrai monopole, toujours plus puissant et en fait, aujourd'hui, c'est des questions, qui se posent beaucoup chez les gens, mais crois-moi encore en fin 2016, ça intéressait pas plus les gens que ça, la protection des données et cetera. Donc il parle des crypto-monnaies, il me parle de la blockchain, il me dit qu'il a gagné des sous avec ça. Et en fait, au bout d'un moment, je me dis, il va vraiment falloir que je le comprenne, ce truc Bitcoin, parce qu'il fait que popper dans mon entourage et je ne sais pas du tout ce que c'est. ouais, Donc, il m'a expliqué et c'était pas facile à comprendre parce qu'il n'y avait pas toute cette clairement. vulgarisation. Et en fait, je suis tombé complètement à fond dans le délire parce que j'ai toujours aimé les gros marchés de niche, c'est mon truc et en fait, là, je me suis dit, au-delà du fait qu'il y ait de l'argent à se faire, c'est vraiment un truc de ouf, en fait. C'est le prolongement d'internet, ce truc. Donc il fallait absolument que je comprenne et à partir de ce moment-là, donc fin 2016, je n'ai fait que ça. Vraiment que ça, même de par mon boulot, le sujet est venu sur la table, donc j'ai fait que ça et Ok. ça m'a permis d'acquérir énormément de connaissances.
J'imagine, depuis, du coup 2016, donc toi, j'ai envie de dire, les vins piteuses, tu connu, finalement le bear market, quasiment à son on va dire à son plus bas, ainsi Ouais, que si je dis pas de bêtises, là tu es dans ton deuxième bull run. ouais, c'est ça. Donc C'est mon deuxième bull run. moi, je sais pas si tu étais au courant, mais moi c'est, je le rappelle, c'est assez récent. J'ai découvert ça un petit peu en fin décembre et la raison principale, c'était que D'accord. j'avais eu, pour moi, pas mal d'argent placé, dans ma banque et à la fin de l'année, j'ai reçu les intérêts. J'étais en mode: «Non mais attends, c'est foutage de gueule». Il C'est y a comme ça que ça s'est passé dans ta tête à Ouais, toi, c'est d'accord. exactement ça et du coup, je me Mmh. suis dit et j'avais déjà évidemment entendu parler de bitcoin plusieurs fois, surtout que là, le bull run avait déjà un petit peu commencé et je me suis dit: «Vas-y, il faut que je me renseigne sur d'autres manières de faire fructifier son argent parce que là, c'est vraiment abusé» et tu sais, au même moment, il y a eu aussi, l'affaire, GME. Moi, j'aime beaucoup Reddit, je suis beaucoup sur Reddit, donc l'affaire GameStop, où si tu avais suivi, tu sais, c'était un groupe de Redditeurs qui s'étaient réunis Ouais, pour acheter ouais, bien voilà, sûr. l'action GameStop. Et du coup, tu sais, mis bout à bout, je me suis dit, attends, il faut que je me renseigne. Donc, je me suis beaucoup renseigné pendant un mois. Et après, j'ai commencé finalement voilà, à investir et à regarder, enfin, et à vraiment passer le pas. Donc moi, j'ai pas connu, si tu veux, la peur, la peur du, Ouais, du bear ouais. market. Toi, C'est hyper comme. intéressant. Ouais, C'est hyper intéressant que tu sois du sang frais et que tu ramènes du sang frais sur ce marché. On bah va avoir ouais, des belles discussions du coup. ouais, bah c'est cool. Mais justement, toi, comment tu as vécu le premier bear market, puisque du coup, tu m'as dit Mmh. 2016. Ouais. Et Ouais, c'est Beer Market, le premier, tu peux le valider en 2018 en fait. ouais, ok. En 2018, ou Voilà. toi, C'est tu pas avais le déjà, premier, mais c'est mon premier. Ouais. t'avais déjà des rigs de minage et tout, donc on en Mmh. parlera un petit peu plus tard. Mais tu avais Ouais. déjà tout qui était installé, tu avais tes investissements qui étaient là. Tu te sens comment au plus bas du Bitcoin, au plus bas des Pas de cryptos? souci. Alors déjà, je regarde ton chat en même temps, ça nous Ouais, dit: «C'est quoi un bull run? C'est quoi un bear market?» Vous inquiétez pas et hésitez pas avec les questions, hein. ouais, J'anime avec toi, hein, je me ouais, permets, oui, bien sûr, bien c'est sûr. c'est nor c'est normal. Donc en fait, bah, déjà, si tu veux leur montrer ah non, je suis con, on n'est pas dans une configuration, mais si vous voulez, Tu en peux. gros, bull, c'est un taureau en anglais et bear, c'est un ours. Donc, c'est des termes qui vont revenir et il y a beaucoup de gens qui les utilisent sans forcément savoir ce que ça veut dire. C'est simplement qu'en fait, un taureau, quand il est en position attaque-défense, il est en position haussière, tandis qu'un ours, il est en position baissière. Donc, quand on parle de bull market, c'est un marché qui est haussier, c'est un marché qui monte. Et quand on parle de bear market, c'est un marché qui descend. Donc là, vu qu'on est dans un nouveau cycle, haussier pour Bitcoin et pour les autres crypto-monnaies, on parle de bull market, donc de marché taureau, si vous préférez traduit en français. Donc, repose-moi ta question, excuse-moi. Ouais, alors, Même. toi, tu as vécu le bear market. Comment tu te sens quand, voilà, Ouais. tu viens de découvrir, enfin, c'est pas tu viens, mais tu avais déjà 2 ans dans les cryptos, tu as accumulé de la Mm, crypto, et d'un mm, coup, tout s'effondre et tout le monde vit un peu la panique et tu sais ouais. pas si ce dont tu as investi, ça va tenir ou pas, quoi. Si, alors moi, j'ai jamais eu de doute vis-à-vis du fait que ça allait donner quelque chose. Par contre, là où j'ai été idiot comme beaucoup de monde, et c'est pour ça que je vous demande d'être très attentif par rapport à ça, parce que ça ne s'applique pas qu'à la crypto, en fait, et c'est pour ça que vous entendez parler de bulles et que ça fait peur, etc. C'est que un marché sain d'ailleurs, c'est un marché qui, au bout d'un moment, rationalise, on va dire. C'est-à-dire que si ça monte très très fort, au bout d'un moment, ça ne peut pas monter de manière Scène. indéfiniment. Donc il faut bien que le prix il respire. Il faut bien qu'il y ait des acheteurs qui passent vendeurs pour récupérer des profits et il faut bien aussi que ça fasse des bonnes affaires pour des gens qui veulent passer acheteurs. Donc si vous voulez, ce qui s'est passé, comme ça se passe à chaque fois hein, d'ailleurs, c'est que ça va toujours trop vite le Bitcoin parce que c'est tellement, le Bitcoin et les crypto-monnaies, c'est tellement une révolution en soi quand c'est bien compris, bien entendu, que ça donne des vertiges en fait. Donc il y en a qui sont là par pure spéculation, bien entendu, la majeure partie des gens, bien entendu, mais il y a aussi des passionnés d'économie, il y a aussi des crypto-anarchistes, on pourra en parler si tu veux. Ah ouais, Donc ça fait que tout se mélange, c'est un peu comme la bulle Internet. Si vous regardez un petit peu les actions en bourse des vieilles entreprises Internet comme celle d'Amazon, vous verrez que en 97, 98, 99, ça a explosé. Les gens se disaient, pouah, Internet, c'est trop futuriste, truc de ouf. Et en fait, tous les gens qui avaient du pognon,
à investir, à le balancer dans Internet. Et au bout d'un moment, en fait, c'est plus du tout rationnel. C'est-à-dire que le truc est sans limite. Donc, il y a des gens qui passent vendeurs. Et quand il y a trop de monde qui passe vendeur, ça crée un effet boule de neige et le prix s'écrase, en fait. Donc, c'est de là où on parle de bulle, d'éclatement de bulle. Donc, comment j'ai vécu, moi, mon bear market? C'est ça la question surtout. Oui. Et ben, en fait, simplement, moi, j'ai investi 1 000 € début 2017. Ces 1 000 €, j'ai dû les transformer virtuellement, j'insiste bien, en peut-être ouais, 40 000 $ en fin 2017. Ok. Donc, quand tu fais quasiment x40 sur un investissement, tu te prends pour le roi du Ah, pétrole. bah c'est sûr, c'est sûr. Qu'on se le dise, tu te le prends pour le roi du pétrole. Donc, ce qui s'est passé, c'est que naïvement, on avait un de nos potes qui était très bon en trading qui nous disait vous allez vous casser les dents, vous allez vous faire terminer par le marché. Il nous le disait depuis peut-être juillet. Donc, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, limite, on lui riait à la gueule. On lui disait ouais, c'est bon, allez, ça fait un moment que tu nous racontes tes histoires. Le truc, il continue de monter. On était à un point où, en fait, on était invincible, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est important de le comprendre. On se sentait absolument invincible parce que on croyait, et ça, c'est une vraie bêtise, quel que soit le marché, c'est de se dire cette fois, c'est différent, cette fois, ça lâchera pas. Et ça, c'est la pire bêtise, en fait. Parce que des gens qui spéculent sur les marchés, c'est des gens qui n'auront pas de problème à vous faire peur, à vous faire vendre et à racheter plus bas vos liquidités. Le but étant, bien entendu, de refaire partir au bout d'un moment. Parce que pour moi, il y a quasiment aucun doute vis-à-vis du fait que ça va monter. Et bien entendu, ça baissera par moment et ça va monter. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai donc j'avais mes 40 000 balles virtuelles que j'ai pas sorties. J'ai subi un piratage d'un compte. Ah, Donc, j'ai dû perdre quelque chose comme 10 000. C'était des nanos. Pour ceux qui veulent Google, c'était le ah hack bah, des nanos sur BitGrail. il Donc, y c'était a un exchange italien. quelqu'un qui en parle. Ensuite, Du coup, ensuite j'ai eu un blocage de mon compte Bitrex où je pouvais plus trader. Donc, quand les cours fondaient, je pouvais pas passer vendeur. Donc, vu que j'avais investi 1 000 balles au départ et que je me suis perdu des fonds d'un côté, bloqué d'un autre, franchement, ça m'a dégoûté, en fait. Pas au point de: «Vas-y, je lâche tout», tu vois? Mais là, j'étais en mode, je me suis recentré dans mon travail à côté des cryptos, j'ai fait autre chose et j'ai vraiment eu un profond dégoût parce qu'en fait, j'avais l'impression que le côté spéculatif avait tellement pris le dessus sur tout, alors que les cryptos, c'est beaucoup plus que ça, que j'étais dégoûté vis-à-vis du marché, des représentants du marché et de tout ce qui s'ensuit en fait. Donc comme j'ai fait que ça en 2017, je suis passé, j'ai fait un burn-out, j'ai fait une surdose du marché. En plus, le marché est passé vendeur. Et à ce moment-là, tu verras, les médias en parlent plus, les médias spécialisés en parlent moins, les gens sont moins intéressés. Et du coup, ce qui se passe, c'est que moi, dans ma tête, je me suis dit, quand ça repartira, je serai là. Il n'y a pas de souci. En attendant, je suis de loin et c'est ce que j'ai fait. Mais j'en ai quasiment pas parlé sur mes réseaux sociaux parce que, à part sur des espèces de bulles et certains sujets que je ne comprenais pas, hein, bien entendu, j'avais l'impression qu'il ne se passait pas grand-chose. Qu'il s'est passé plus de choses en un an que les 3 années qui ont suivi. d'après. Ouais. Donc, quand le Bitcoin et compagnie sont vraiment ramassé la gueule en mars 2020, j'étais là, j'ai acheté. J'ai pas acheté des quantités astronomiques, mais j'ai acheté parce que c'était tellement bas, je me suis dit c'est du pain béni et si ça baisse encore plus, j'achèterai plus. Et depuis, je m'y suis remis bien comme il faut, peut-être trop pour certains, parce que il y a un bull run à kiffer cette année. Je pense qu'on va passer une belle année. Voilà. Ouais. D'ailleurs, cette année, on peut le dire, le bull run, pour toi, il a commencé à peu près vers décembre, novembre? Alors, un bull run, il faut bien comprendre que c'est à partir du moment où il est passé haussier. Donc, c'est justement à partir du moment où on a touché le plus bas en mars 2020. C'est là D'accord. où il a commencé. Ok. Ok. Donc, ok, on reprend un petit peu tout ça. Donc, toi, 2000, début 2000, enfin, pardon, milieu 2016, tu t'intéresses au Bitcoin, tu commences à investir un petit peu. Ouais, 2018, tu es au plus bas, puisque voilà, ça ouais, tombe. d'une certaine façon, on va Voilà, dire. d'une Ouais. certaine façon. Et après, évidemment, tu te remets un peu. Alors ça, c'est hyper important parce que c'est des points que des fois, j'ai l'impression sur lequel je n'appuie pas assez. Surtout moi, étant débutant, il faut Ouais. pas oublier qu'il y a environ 80 à 85% des gens qui investissent dans la crypto-monnaie qui en sortent perdants. Ok. Et là, ce que Ça, je tu... sais pas, mais
des trop gourds. Ouais, je sais pas si on est sur du 85. Franchement, si c'est des day traders, ouais. Si c'est des gens qui savent juste acheter et rien toucher, non, je suis pas d'accord. Ouais. Mais Ah ouais, bah sur des hodlers, c'est voilà, c'est pas possible parce que du coup, quelqu'un qui a acheté il y a 3 ans, il est forcément gagnant sur le trade aujourd'hui, tu vois. Mais en tout bien cas, sûr. ce que disent Cryptost, tu sais, le journal du coin, etc., Ouais, c'est qu'en général, et même sur certaines applications, quand tu t'inscris, ils te donnent le pourcentage de gens qui gagnent de l'argent par rapport à d'autres. Je sais que sur plus 500, toute petite d'accord, application d'ailleurs qui font crypto et d'accord. euh, marché fiat, quoi, on va dire, donc et actions, et bien eux, je crois qu'ils parlent de 72-75%, tu vois. Donc OK. sur Alors quelqu'un, les marchés voilà, actions, ouais, je pense. ju- ju- Côté crypto, je sais pas. juste crypto, voilà. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. On n'est pas les rois du pétrole, d'accord. En ce moment Ouais, là, on va dire plutôt quelqu'un qui a investi comme moi depuis janvier, tu as l'impression d'être le meilleur parce que bah, tous tes trades sont quasiment gagnants, et même si tu oui, touches à rien, ça monte tout seul. Donc moi vraiment, je continue de me renseigner beaucoup, tu vois, parce que je veux pas faire n'importe quoi. Mais c'est vrai que quand tu lis ça et que tu penses, tu dis c'est vrai que j'ai l'impression d'être le meilleur, alors que je suis ouais, sûr que c'est pas le cas. Donc il faut faire vraiment attention à ça et ne pas sentir trop fort. Le marché gagnera toujours de toute façon puisque c'est pas nous qui régissons les règles de l'offre et de la demande, malheureusement, pas avec nos petits moyens en tout cas. C'est plus les institutionnels et c'est vraiment eux qui gèrent la balance entre aujourd'hui on va être acheteur, demain on sera vendeur. Donc il faut faire très très ouais. attention à ça. Après, faut aussi garder en tête que c'est un marché qui est, aujourd'hui poussé par les institutionnels, il y a aucun doute là-dessus, je suis tout à Ouais, fait d'accord avec toi. Mais il y a à boire et à manger, il faut juste ne pas être naïf. Voilà. À partir du moment où tu es vraiment naïf, tu ne mérites que ce qui t'arrive et c'est comme tout, hein. C'est comme, tu reçois un mail, le gars, il te dit: «Tu as gagné 1 million ah ouais, d'euros». ouais, c'est vrai, hein. Tu si tu plonges dans tête baissée dans son arnaque, tu cherches les bâtons, hein, en fait, hein, et là, c'est pareil. C'est-à-dire que à partir du moment où tu achètes, tu fais un profit virtuel, mais que tu vends pas, tu as pas fait de profit tout court. C'est aussi simple que ça. Donc là, aujourd'hui, il faut kiffer, il faut pas vendre trop tôt. Enfin, pour ceux qui veulent vraiment kiffer leur bull run. C'est-à-dire qu'il y a une bêtise aussi, c'est d'avoir peur que le marché il se retourne d'un coup et puis au final rater une opportunité. Là, les signaux ne sont pas du tout baissiers, il n'y a pas de raison de s'en faire, d'accord? Maintenant, faut pas être naïf. C'est-à-dire qu'en 2017, on a vu le bitcoin passer de 1 000 $ à 20 000, on l'a vu baisser de 20 000 à 10 000. Le truc a pris moins 50%, on était là: «Ouais, on s'en bat les couilles, de toute façon, il va rebondir, il va partir à 50 000». Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Tu ouais. prends un moins 50% sur l'actif principal, qui est BTC, je ne vous parle pas d'altcoin, de l'actif principal, et tu es encore là en mode pump and up. Tu cherches les noises, tu vois ce que je veux dire? On Clairement. les a cherchées, on les a trouvées. Aujourd'hui, on a eu un moins, ouais, moins 30 en début d'année, on a eu un autre moins 17 et c'est tout. On n'est même pas allé plus bas que moins 30, tu Ouais, vois? ouais. Donc D'ailleurs, rien n'est baissier. au niveau des signaux, puisqu'on y est, de fin de bull Mmh. run, toi, qu'est-ce que tu regardes en premier? Bitcoin, Ouais, parce que des alts, qui m'ont là, on est dans une période où les alts peuvent potentiellement nous régaler, mais à un niveau que tu n'imagines même pas. ouais, C'est-à-dire que là, si tu t'es régalé, sache que tu peux largement de plus te régaler. Parce qu'en fait, si les alts te régalent, tu vas en parler sur les réseaux sociaux. Et si tu en parles sur les réseaux sociaux, tous les potes et les viewers Twitch et tout ce que tu veux, que tu bassines avec tes cryptos qui en ont jamais rien eu à cirer jusque-là, vont acheter. ouais. Parce qu'ils veulent faire partie ils veulent faire partie du Ponzi. Tu vois ce que je veux Le, dire? ouais, le fameux FOMO, quoi. Voilà, le fameux FOMO. Et à ce moment-là, les algues peuvent saigner très fort. Ça veut dire elles peuvent potentiellement repartir, mais elles vont saigner très fort. Pour autant, Bitcoin peut saigner de l'ordre de 20 ou 30. Mais si Bitcoin se prend un sale moins 40, pour moi, je suis dehors. Voilà. Ok. Pour moi, c'est perso, hein, on est bien d'accord. Si on dépasse les 40, en vrai, pour être précis, les 38,2, c'est un point Fibonacci. Ouais.
sur BTC, je sors. Moi, Donc, c'est vu. le Mm. 38,2, tu le prends de l'ATH du BTC ou tu le prends De d'une moyenne? l'ATH et Ok. tu fais ton petit Fibo. Et on va dire, c'est une résistance importante psychologique. Chacun en fait ce qu'il veut, bien entendu. Ouais. Dans des bull runs, c'est très fréquent de voir le BTC, sur le dernier bull run, je parle, hein, voir le BTC perdre 30% et rebondir. Donc, si je vois 30%, voire même 35%, Là, je tiens, j'aurai mal, mais je tiens. Si c'est moins 40, pas de naïveté, je sors. Et si ça repart sans moi, eh ben, ils m'auront eu, c'est pas grave, tu vois. Ouais. Mais pas de naïveté. Voilà. Ok. Il y a une question qui est assez intéressante dans le chat. Donc, c'est pour les personnes qui visent le long terme, 5 ans minimum, pensez-vous qu'il Ouais. faut vendre avant le bear market ou bien simplement garder nos actifs? Si je peux me permettre de répondre, et puis ensuite je te donne voilà, ton opinion. Moi, je pense qu'en fait, si tu regardes bien ma Tunisie, le truc, c'est que on va prendre des chiffres ronds pour que ce soit facile à comprendre. Imagine, tu as un bitcoin à 10 000 dollars, puis il retombe à 3 000, puis il repart à 15 000. Si toi, tu l'as acheté à 3 000, bah, finalement, tu auras gagné de l'argent. Tu auras gagné 12 000 euros, 12 000, on va parler en euros, si tu le revends à 15 000. Mais en fait, tant que tu n'as pas vendu, tu n'es ni gagnant ni perdant finalement. Par contre, si ton BTC, tu l'achètes toujours à 3 000, puis tu le revends à 10 000, d'accord? Donc tu auras fait 7 000, puis ensuite, une fois qu'il repasse à 3 000, tu le rachètes pour le revendre à 15 000, bah, du coup là, tu n'auras pas fait 12 000 de plus-value, mais tu auras fait 12 plus 7, 19 000 de plus-value. Donc le garder sur le très long terme, c'est pas dérangeant en soi, tu seras gagnant, mais c'est pas optimisé non plus. Après, Alors, attention, ça dépend. bah, Ça dépend. Ah, tu verras, on va en discuter, ok. tu vas voir. Après Tu vas j'allais voir. dire, il faut trouver la TH et ça, bonne chance pour ça parce que Ah c'est bah, compliqué. ça c'est clair. Ouais. Mais ça fait partie du deal. Mais clairement, pour moi, en tout cas, ceux qui tradent, les gros traders, ceux qui tradent de manière journalière ou on va dire hebdo pour ouvrir et fermer un trade, avec levier ou non, c'est pas potentiellement les plus gagnants, mais on va dire que celui qui ne fait aucune erreur, il gagnera forcément sur celui qui achète à un point A et qui revend plus tard à un point B. Voilà. Mm. Ouais. Sauf que dans cette théorie-là, bon, bah déjà, ça voudrait dire que tu as quelques années devant toi, hein, parce qu'un BTC qui passe de 15 000 à 3K, tu lui donnes 2 ans, Ouais. facile. Donc voilà. C'est pour ça qu'il y a les leviers, etc. Et je me permets de te corriger parce que, en fait, c'est des cheminements de pensée que j'ai eu avant. Il y a plein de profils d'investisseurs. Ouais. Je ne vous fais pas la messe. Je ne suis pas le meilleur, très loin de là. Les seules choses que j'ai appris en 4 ans, c'était de bien comprendre que le marché est plus fort que moi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, personnellement, plus je trade, moins je gagne. Parce qu'à chaque fois que tu essaies de localiser des tops, des bottoms, des machins, en fait, tout ce que tu gagnes, c'est revendre bas, acheter plus haut, machin, parce que le marché est plus fort que toi. Donc, si tu as la capacité de timer un marché autant manipulé que le marché du Bitcoin, bah chapeau. Après, il y a des gens qui arrivent avec des effets de levier, mais les gens de mon réseau qui arrivent, c'est des gens qui se pètent les dents depuis 2017 et qui aujourd'hui commencent à sortir gagnants, hein. Mais le marché des cryptos est un marché extrêmement manipulé par tout le monde et pas seulement des institutionnels, parce que comprends bien qu'un institutionnel qui aujourd'hui s'achète des packs de 2000 bitcoins peut complètement se faire péter les dents par un gros geek aux cheveux gras qui, en l'an 2010, minait du bitcoin dans son garage et qui en a accumulé plus que lui pour des centimes d'euros d'électricité. Ouais. Et ces gens-là sont sur les marchés aussi. Et vraiment, si ces gens-là, en plus de ça, mettent des leviers, ils ont une puissance de manipulation qui est absolument phénoménale. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que trader, c'est un métier. Je ne vous empêche pas de trader. Mais moi, personnellement, moins je trade, plus je gagne. Parce que là, on est en bull market, il y a tout qui monte. Je ne me stresse pas. Je préfère me concentrer sur des coins appétissants qui n'ont pas pété et de m'y placer. Donc ça, c'est une autre stratégie d'investissement, hein, et de laisser le marché porter. Et je n'utilise absolument aucun levier, jamais, jamais, jamais de levier.
je n'en ai jamais fait un seul, sauf un qui a été piloté par un ami quand on s'est pris on a bu quelques canons, il m'a dit: «On fait un levier», on a fait un levier, ça s'est bien passé. Je n'ai jamais fait de levier et je peux vous garantir que c'est très, très, très risqué. Donc si vous jouez à ça, vous savez que c'est pas du casino, hein, mais vous vous attaquez à probablement plus fort que vous. Voilà, Il y tout a, simplement. j'en profite pour rebondir là-dessus, il y a un site qui s'appelle aggr.trade qui est Yes. assez bien fait, qui va en fait enregistrer les transactions qui sont supérieures à 100 000 $. Après, je crois que ça se règle. Et tu vois, par exemple, là, on est sur la paire BTC-USD. Et donc, du coup, dès qu'il va y avoir des achats, eh bien, ça va passer en vert de plus de 100 000 $. Dès qu'il va y avoir des ventes, ça va passer en rouge. Et il y a également les liquidations. Là, j'ai pas le screen à vous mettre sous la main parce que là, on est sur le truc en direct. Ce que vous voyez, c'est en direct. D'ailleurs, on voit par exemple que sur les 10 dernières secondes, il y a plus d'achats que de ventes. Mais ça ne veut rien dire. Il faut tamer ça sur évidemment des unités de temps qui sont bien plus longues. Mais en tout cas, là-dessus, on peut aussi voir les liquidations. Et en fait, sur ces quelques derniers jours-là, alors qu'est-ce que c'est qu'une liquidation pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est? Ouais. Tu en as parlé, Capet, c'est quand tu utilises un levier. Un levier, c'est quoi? Eh bien, si tu utilises le levier maximum sur Binance, ce qu'on recommande absolument pas, qui est 125 pour le Bitcoin, ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas mettre 1 euro, c'est comme si tu en mettais 125, d'accord? Mais ça veut aussi dire que si tu mets 1000 euros, donc du coup, voilà, tu fais la conversion, tu es à 125 000. Par contre, si tu mets 1000 euros et que le Bitcoin perd 50 Ouais. euros, tu vas avoir une moins-value Ouais. qui va être énormissime. Et donc, du coup, si jamais ta position de base, d'accord, elle fait une moins-value de 100%, tu es liquidé, en fait, tout simplement. Ça veut dire que bah, tu peux pas demander à la personne de devoir plus que ce qu'il a mis. Donc, si c'est 1000 euros et que le Bitcoin était sur un levier de 100, parce que ce sera plus facile à calculer, et que ton Bitcoin, du coup, il perd, aide-moi là-dessus, 10 euros. Non, bah non, pas Bah, du moi, tout. je suis pas trop branché levier, mais si tu es Euh, sur un x100, en principe, ça, tu perds, le BTC perd 1%, tu te fais sortir, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Des fois, hein. C'est 1%, 1%. hein. 1%. Donc, Donc, bon. voilà, sur 10 000, tu l'as. Eh bien, tu te fais sortir et du coup, ta position est tout simplement liquidée et bah, tu ne repars avec rien. Donc, tu as beau avoir mis 10 millions d'euros, si tu es sur un levier qui te fait sortir, tu es liquidé, c'est perdu. Les 10 millions sont envolés à jamais. Voilà. Donc Et donc, c'est le extrêmement marché dangereux. adore manipuler. Le Ouais. marché adore manipuler avec ça parce qu'en fait, un levier, à l'achat, donc un long, pour le sortir, bah, tout simplement, il faut short le prix. À l'inverse, des gens qui parient à la baisse, bah, il faut faire monter le prix. Donc l'intérêt, c'est de regarder, parce que toutes ces informations sont publiques, comment les gens, déclenchent leur levier et quand les gens sont un peu trop longs, donc un peu trop haussiers, tu manipules à la baisse pour les sortir, pour les liquider parce que toi, tu te payes sur ces gens qui sont liquidés et en plus de ça, ces acheteurs-là passent vendeurs ou ces vendeurs-là passent acheteurs après liquidation. Donc ça, en fait, ce que font les gros, c'est qu'ils manipulent de sorte à pousser le marché dans le sens qui les arrange, tout simplement, en créant des frustrations, en niquant un maximum de monde, en fait, hein. Bah, Faut dire les termes, hein. Donc moi, ça m'intéresse pas trop parce que c'est là, je fais un peu ma petite mamie, c'est trop dangereux. Ça m'intéresse pas. En plus, il y a des frais exorbitants quand vous déclenchez un levier. D'un point de vue fiscal, parce qu'il faut y penser aussi, si vous vendez vos cryptos pour des euros, il faut bien payer des impôts. Les leviers, j'ai cru comprendre que ça vous explose les fesses niveau impôt. Donc, quand tu fais le calcul bout à bout, c'est pas forcément très intéressant, de mon donc, point de vue. bah, en vrai, pour moi, en fait, ça peut l'être si tu as le coût de l'année. Mais bon, C'est ça. c'est limite du délit d'initié, hein, si tu as des informations à l'avance que tu devrais pas avoir. Maintenant, si voilà, tu es sûr de toi et que, on rappelle, t'as mis une somme que tu pouvais te permettre de perdre, voilà, tu le fais. Moi, je t'avoue que des leviers, j'en fais très rarement. Mais quand j'en fais, c'est du pur gamble, c'est un pari. Ouais, bah c'est ça. Je mets 50 C'est ça. balles et je me dis bah c'est bien, t'es bon, tu montes et puis voilà. Je le fais sur Binance, j'ai dû le faire 3 fois. Il y a 2 fois où pour l'instant j'ai été gagnant et une fois perdant. Au final, je suis content, tu vois, mais
C'est clairement mettre 50 balles ou 100 balles à la poubelle. Donc, Bah, c'est un peu c'est ça, pas conseillé, quand tu quoi. connais pas, hein. Il y a C'est bien ça. entendu des gens qui se débrouillent très bien avec des leviers et il faut savoir qu'il y a pas que des leviers fois 100, il y a des fois 10, il y a des fois 5. Donc vous êtes moins gourmand et vous vous exposez à beaucoup moins de risques, donc ça peut être intéressant, un petit levier fois 3. Voilà, on sait que tant que le marché, prend pas un moins 33%, si j'ai bien compris le principe, bah, vous vous faites pas sortir. Vous avez bien entendu des stop loss, c'est-à-dire que vous pouvez très bien faire un x3 et vous dire: «Bon, bah, voilà, si ça baisse de 10, bah, j'encaisse mes pertes de moins 30 et voilà, j'assume, mais je me fais pas liquider». C'est vous qui voyez comment vous gérez le risque. Moi, personnellement, encore une fois, c'est pas mon truc. Et si vous êtes débutant, Mmh. Éviter. commencez par le commencement, commencez déjà à comprendre un peu ce qui se passe avant de griller les étapes, tout simplement. Alors, on va revenir sur ton sujet principal. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le sujet principal, mais en tout cas, on va dire ton domaine d'expertise, le minage. Alors, qu'est-ce que c'est le minage? Et Ouais. toi, si on prend ton cas, comment tu l'exécutes? Très bien. Bah, on va parler du minage Bitcoin. Alors déjà, on va vous expliquer pourquoi on dit que Bitcoin c'est décentralisé, etc. On va y aller très très vite. Il y a des gens dans le chat d'ailleurs qui demandent pour la fiscalité. Peut-être qu'on fera un point, mais vous avez des sources sur internet qui seront beaucoup plus précises que nous, honnêtement, parce que chaque cas est vraiment différent, surtout en France, c'est à la tête du client. Donc, je ne peux pas vous donner une règle qui s'adaptera à tout le monde, c'est le gouvernement qui décide. Voilà, c'est vraiment à la tête du client. Donc, le mining, c'est quoi? En fait, dans le réseau Bitcoin, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un réseau décentralisé. L'idée initiale, c'était de dire que c'est du cash électronique, c'est la représentation électronique du cash, parce qu'une monnaie cash, un billet, on ne passe pas par une banque. Quand tu donnes un billet à quelqu'un, donc oui, il a été imprimé par la Banque Centrale Européenne, on est d'accord, mais à partir du moment où tu as ta main sur le billet de banque, tu le donnes à quelqu'un, tu ne demandes pas une autorisation à une banque pour donner le billet à quelqu'un. Donc c'est vraiment un transfert qui se fait de main à main. Donc le Bitcoin, dans l'idée, c'est ça. Le Bitcoin, c'est d'arriver à faire des transferts de personne à personne sans qu'il y ait une entreprise au milieu, un acteur au milieu qui organise les transactions, en fait, comme une banque, le réseau Visa Mastercard, etc. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous faites une transaction Bitcoin ou Ethereum, sur le réseau Bitcoin ou Ethereum, non pas sur un exchange, parce que quand vous faites une transaction sur un exchange, ce n'est pas dans la blockchain, c'est seulement quand vous sortez l'argent de l'exchange que ça se passe dans la blockchain. Donc ça, c'est bien important de le savoir. Eh bien, qu'est-ce que je voulais dire? Quand vous le faites sur le réseau Bitcoin ou Ethereum, ce qui se passe, c'est que vous émettez une transaction. Donc vous dites par exemple: «Bon, bah, moi Caped, je veux donner, je suis très gentil, je donne un bitcoin à JeunPay». Ah merci, hein, c'est apprécié. Et ensuite, donc cette transaction, vous devez payer un frais. Donc il y a des sites internet qui vous permettent d'optimiser vos frais, mais il y a un frais minimum parce que les mineurs de crypto-monnaies vont aller chercher les plus offrants, les plus gros pourboires, et c'est ces transactions-là qui passent en priorité. Donc il faut comprendre que là, au moment où je vous parle, on est, je crois, sur du 50 000 transactions en attente, et toutes les 10 minutes, il y a seulement 2 000 transactions qui vont passer. Donc du coup, c'est les gens qui payent le plus de frais qui passent en priorité. Qu'est-ce que fait le mineur de crypto-monnaie? Donc, dans le cas Bitcoin, lui, il va prendre les transactions avec le plus de frais, paf, 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 paf. Il va créer un bloc, il va caler les transactions dedans. Et une fois qu'il a fait ce travail-là, il va appliquer de la cryptographie, c'est du SHA-256, bon, peu importe. Il va appliquer de la cryptographie avec un petit nonce pour obtenir le résultat qu'il veut. Alors, comment je peux vous vulgariser ça? En gros, c'est comme si je vous disais, tu essaies de craquer un mot de passe. Je pense que c'est un bon exemple. Tu essaies de craquer un mot de passe et d'abord tu testes un, puis tu fais entrer. Puis tu testes 2, puis tu fais entrer. Puis tu testes 3, jusqu'à que ça passe. Pour savoir si ça passe, à un moment donné, le résultat que ça va te donner, ça ne va pas te dire mot de passe incorrect, ça va te donner un hash, c'est une chaîne de caractères. Et si cette chaîne de caractères, elle a un nombre de zéros au début de la chaîne de caractères suffisant, eh bien, tu peux considérer que ton bloc est validé. Donc, à ce moment-là, les mineurs de crypto-monnaie, bon là, en l'occurrence, le mineur de crypto-monnaie qui aura validé son bloc, va soumettre au réseau son bloc avec donc les transactions, les frais qui s'est ramassé, le bloc reward, c'est-à-dire les bitcoins minés, et voilà. Et c'est à peu près la même chose sur Ethereum. Donc, tous les mineurs de Bitcoin ou d'Ethereum
Oui, c'est le principe même du hachage, dans le chat, on me dit. Tout à fait, mais faut-il encore savoir ce que c'est un hash? Et on est bien d'accord, je suis sûr que dans tous les gens qui sont en train de nous suivre, tout le monde ne sait pas ce que c'est un hash. C'est pour ça que je l'ai fait vraiment vulgaire. Bref, il y a une concurrence entre les mineurs de Bitcoin ou d'Ethereum. Ils font tous ce travail-là de tester en fait, un nonce jusqu'à trouver la bonne réponse et c'est les mineurs, qui trouvent la réponse en premier et qui la soumettent au réseau qui gagnent. Donc ils soumettent au réseau, les autres mineurs vont vérifier que c'est bon, vont valider, passage au bloc suivant. Alors après, il y a des petits trucs, des petites façons de tricher, c'est-à-dire tu pourrais trouver la solution, pas la soumettre au réseau, puis passer au bloc suivant, etc. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. En gros, les mineurs, ce qu'ils cherchent à avoir, c'est toucher des frais de transaction et toucher le block reward, c'est-à-dire les nouveaux bitcoins minés ou les nouveaux Ethers minés. Donc, dans le cas Bitcoin, au lancement de Bitcoin, c'était 50 nouveaux bitcoins qui étaient Ah, créés toutes les 10 minutes. pas mal. Aujourd'hui, on est à 6,25 bitcoins créés toutes les 10 minutes. Ouais. Et dans le cas Ether, au moment où je vous parle, on est à 2 nouveaux Ethers créés toutes les 13 secondes. OK, ah ouais, Voilà. quand même. Mais Ouais. du coup, pour que je comprenne bien, c'est 6,25 bitcoin que tu as. Si c'est Mm. ton ordinateur, on va dire, si c'est toi qui trouves la solution, tu récupères ces 6 bitcoin C'est 25 ou ils ça, sont partagés? Non, d'accord, c'est ça, c'est c'est vrai, ça. d'accord. Dans le principe, c'est ça. Donc, la question est bonne. Donc, quand le mineur crée son bloc, il met toutes les transactions dedans. Et dans la première transaction qu'il met, c'est justement les 6,25 qui s'octroient. OK, Voilà, donc il fait ce travail-là. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des pools de mining, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit un PC qui essaie de trouver la solution, tu peux avoir un groupement de mineurs, comme si ça faisait un super ordinateur qui essaie de trouver la solution. L'idée étant que si ce groupement gagne, eh bien après, en fonction de la puissance de calcul qui est offerte à chacun des mineurs, bah, tu leur donnes des petites poussières de Bitcoin au prorata de la puissance de calcul qu'ils offrent. Initialement, Bitcoin n'a pas été prévu pour ça. Ça a été une façon de tricher qui a été créée plus tard, mais qui ne crée pas trop de soucis au réseau, donc on va dire que c'est toléré, voilà. OK. Toi, dans ton cas, est-ce que, aujourd'hui, en tout cas en 2021, on est obligé de passer par ces pools de mining? Parce qu'on n'a aucune chance sinon, vu le nombre de mineurs, de récupérer le block Ouais, reward dont tu parles? ah ouais, un individu, oui, une petite ferme, oui, une méga ferme, avec vraiment des dizaines de millions, voire centaines de millions de dollars d'installation, peut s'en organiser. Mais en fait, ce que font ces méga fermes, c'est que les gars, ils créent leur propre pool de mining D'accord, maison. OK. Ils se gardent leur bitcoin miné pour eux, en fait. OK et c'est vrai que les farms de minage, ça a pas mal fleuri justement, si je dis pas de bêtises vers 2017-2018. Ouais, ouais. Maintenant toi, dans ton cas, tu as combien de rigs ou est-ce que tu peux nous donner, peut-être pas J'en un fais chiffre plus du près? tout. J'en D'accord, fais plus du tout, mais alors moi, j'en fais plus du tout parce que c'était un petit peu particulier. C'est-à-dire que je m'étais fait un rig avec un ami, après j'en ai fait un autre. Je l'ai fait héberger chez un collègue qui paye l'électricité moins cher ouais. et il m'est arrivé un pépin avec ce gars, donc Ah merde, ça c'est chiant. voilà, je ne rentrerai pas dans les détails, mais Évidemment non, mais du ça a coup, été au-delà de mon bon vouloir et ça m'a un petit peu dégoûté du truc, quoi. ouais, tu m'étonnes et tout à l'heure, on revient là-dessus, tu parlais, du fait que ton compte sur, Bitrex, je crois, Ouais, s'était a été fait, bloqué, s'était fait bloquer. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que, bien tu l'as sûr. dit, le but, c'est vraiment de décentraliser finalement, de la décentralisation, on entend beaucoup parler, mais Ouais, c'est ça, c'est vraiment éviter d'avoir un intermédiaire entre toi et l'autre personne quand tu veux faire une transaction. Le problème, c'est c'est ça. que Bitrex, du coup, Bitfinex, Binance, Coinbase, ce sont des exchanges qui vont rajouter cet intermédiaire qu'on a Tout supprimé à avec fait, le Bitcoin. tout à fait. Donc, par exemple, si on te bloque ton compte comme là tu parles, eh ben, t'es littéralement baisé, hein, Ah ouais, pardonnez-moi mais l'expression, mais c'est clairement, hein, c'est hypocrite d'une certaine façon. Mais en gros, bon, moi, mon Bittrex s'est fait bloquer parce que j'avais un compte où justement je récupérais les Ethers que je minais et un compte de trading et le multi-compte n'était pas autorisé. ah merde. Donc ils Ok. m'ont bloqué les 2 comptes. Voilà, aussi simple que Et ça. t'as jamais pu les récupérer? Si, 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 mais bon, Ah. quand le prix elle a fondu, Ah oui, ouais, oui, d'accord, ouais.
Et Voilà, je te fais pas un dessin. c'était déjà trop Et tard. pour ce qui est des exchanges, c'est une très très belle réflexion ce que tu fais. C'est pour ça qu'on a inventé les exchanges décentralisés et qu'on va faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'exchanges décentralisés. L'idée étant de pouvoir faire des crypto-euros, des crypto-dollars, des monnaies stables, donc avec des prix moins volatiles, directement sur des blockchains et progressivement se sortir des exchanges au fur et à mesure que ça va se démocratiser. Donc aujourd'hui, tu as des équivalents sur Ethereum, bon, avec des frais très très lourds, hein, comme Uniswap. Uniswap. Mhm. C'est pas vraiment un exchange, mais ça y ressemble beaucoup. Tu as sur Solana Bonfida, Radium. Donc Solana qui est une techno blockchain assez intéressante avec un protocole de trading appelé Serum. L'idée c'est de proposer à l'utilisateur final des interfaces qui ressemblent comme deux gouttes d'eau aux exchanges qu'ils connaissent bien pour leur donner envie de les utiliser parce qu'en fait si les gens n'utilisent pas ces exchanges décentralisés c'est que ça fait peur, c'est pas compréhensible, etc., etc. Et plus on va avancer dans le temps et plus ça va le devenir. Le but étant que au fur et à mesure, bah, on n'ait plus besoin des exchanges. Ouais. Sauf peut-être si, à un moment donné, tu as vraiment besoin de vendre contre des euros, mais je pense que là encore, on trouvera des mécanismes petit à petit. C'est-à-dire que, imagine dans un futur pas si lointain, on crée donc un vrai crypto-euro, un vrai crypto-dollar. Il faut savoir que le crypto-yuan en Chine est en marche bien comme il faut. Et il y a des acteurs, donc on va dire bec et ongle avec les banques centrales, qui ont des autorisations de proposer de la conversion crypto-euro vers vrai euro ou crypto-dollar vers vrai dollar. Et toi, pourquoi pas, bah, tu fais tout ton bordel sur des exchanges décentralisés. Et puis à partir du moment où tu as vraiment besoin de faire la conversion, eh bien à ce moment-là, tu vas voir ces acteurs-là et tu fais ta conversion. Donc, si j'ai des crypto-anarchistes, là, dans le chat, ils vont m'engueuler, mais le but, ce serait vraiment de se sortir même des monnaies fiduciaires des États et de créer, si possible, des monnaies non volatiles. Si jamais on n'y arrive pas avec Bitcoin et Ethereum, bien entendu, ça pourrait arriver, mais comme pas, mais des monnaies non volatiles qui, elles aussi, ne dépendent pas des États. Pour, pourquoi pas, plus tard, avoir des réseaux similaires à Visa et Mastercard, mais là encore, des acteurs différents ou carrément des systèmes blockchain, donc carrément gérés par des robots, pour pouvoir permettre aux individus de s'échanger de la valeur, des biens et des services sans avoir plus besoin d'État, en fait, hein, tout simplement. Enfin, d'État et de banquiers centraux. Du coup, ça nous fait ramener sur le sujet des stables. Les stable coins, pourquoi pour toi c'est pas déjà la solution? Ah, bah en fait, pour le moment, les plus gros stablecoins, c'est des crypto-dollars, Ouais, donc Tether, USD. Donc si tu veux, ça reste des dollars. Donc si la Banque fédérale américaine et toute sa petite mafia veulent t'attirer des emmerdes, elles le font, tu ouais, vois. ok, logique. D'une manière ou d'une autre. Donc, il y a des proto-monnaies, hein, des petites. Pour le moment, c'est vraiment des petits concepts. Il va falloir du temps, mais l'idée, ce serait d'être capable de prouver par A plus B qu'on est capable de faire des monnaies banques centrales, tu vois, mais sans des banques centrales gérées par des êtres humains, vraiment gérées par des robots. Bien entendu, il y a des développeurs hein, derrière. Bien Mais ce sûr. que je veux dire, c'est créer un climat de confiance sur ces monnaies-là pour faire concurrence aux monnaies fiduciaires. Parce que je sais très bien que les monnaies fiduciaires ne mourront jamais. Ces gens-là sont bien trop avides de pouvoir pour le laisser passer. Mais à partir du moment où il y aura une vraie concurrence, ça forcera ces acteurs-là à faire des efforts. Tu vois, c'est comme il y a un siècle, un peu plus d'un siècle, le travail, c'était l'usine. C'était soit tu es la bourgeoisie et tu te mets bien, soit tu es vraiment le prolétaire et tu es l'esclave du capitalisme ou que sais-je et tu bosses vraiment comme un connard. Et à partir du moment où il y a eu vraiment une explosion du capitalisme et de la consommation, etc., on a commencé à se rendre compte que ah, bah, c'était peut-être bien de prendre en considération les employés. Ah, bah, c'est peut-être bien de respecter le client. Tu vois, ces questions-là ont commencé à se poser. Aujourd'hui, vis-à-vis de la monnaie, étant donné que la monnaie est un monopole d'État, enfin de banquiers centraux et d'État, les États font ce qu'ils veulent de nous. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Les États font ce qu'ils veulent de nous. Ils font passer les politiques qu'ils veulent. Ils font passer les lois qu'ils veulent. Ils nous donnent le sentiment qu'ils ont quelque chose à faire de nous.
Mais dans la réalité, est-ce que vous avez vraiment le sentiment qu'ils en ont quelque chose à faire de vous? Je ne sais pas. Moi, personnellement, j'ai mis un gros doute. Voilà. Donc, à partir du moment où il y aura de la vraie concurrence et donc ils perdront un petit peu de pouvoir, ils se sentiront menacés, ils seront dans l'obligation de nous respecter davantage. Et déjà, si on arrive à ce stade-là, grâce aux cryptos, ce sera pas mal. On va, Honnêtement, ce sera pas on, mal. Il y a du on- chemin, hein, mais on j'y crois va, beaucoup. on va pas forcément politiser ou quoi, mais là récemment il y a eu Christine Lagarde qui fait régulièrement des interventions, qui est Mmh. plutôt anti-Bitcoin, enfin anti-crypto-monnaie. On sent quand même que cette menace de la crypto, elle commence à titiller un petit peu le FMI, la BCE, etc. Et que ça fait son petit bout de chemin petit à petit. Bien sûr. Aujourd'hui encore, on a Jiraya qui, je crois, a glissé dans TDM et dans les miens, Mmh. qui s'intéresse aux cryptos, donc qui est quand même plutôt mainstream, hein, et qui est suivi par une grosse communauté. On sait que de plus en plus de gens vont le faire. Il y a MrBeast aussi qui est sur un projet, Ouais, de j'ai vu NFT. ça, ouais, de NFT, j'ai vu ça tout à l'heure. Mmh. MrBeast qui est quand même l'un des plus gros youtubeurs mondiaux. Donc tout Ouais. ça, ça va amener une masse extraordinaire dans le monde de la crypto. Et comme on l'a dit, c'est cool pour la spéculation, mais c'est aussi cool pour le principe même de la crypto qui est la décentralisation et qui est du coup directement relié à ce que tu racontais. Donc c'est Ouais. c'est plutôt bien. On continue avec les crypto anarchistes. On a fait mention tout à Mmh. l'heure et pour être honnête, j'avais jamais entendu ce mot-là. Donc qu'est-ce que c'est exactement? Pas de souci. Bah, écoute, tu vois, il y a des gens, qui sont, faits de profondes convictions, des Ouais, marxistes, des, capitalistes, des, communistes, à ne pas confondre avec marxistes, des keynésiens, il faut savoir que nos gouvernements sont keynésiens. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez, taper sur YouTube «Les théoriciens de l'économie», c'est des vidéos qui sont extraordinaires. Et puis il y a des gens qui sont plutôt libéraux aussi, il y a des gens qui sont anarchistes. Donc à la base, l'anarchie, c'est pas on fout le bordel. L'anarchie, c'est on se passe d'une, on va tu vois, une pyramide de pouvoir, donc tu vas avoir par exemple les employés, ensuite tu as des managers au-dessus, ensuite tu as des managers au-dessus. ouais, L'anarchie, c'est de se dire, il y a de l'ordre dans un système, mais sans le pouvoir. C'est d'essayer de mettre en place des mécanismes où il n'y a pas de pouvoir pyramidal. C'est un système où les gens peuvent à peu près se faire confiance parce que l'ordre régit, si tu veux. Donc c'est ouais. une sacrée utopie, hein, parce que ça laisserait supposer que les gens sont responsables. Donc bon, déjà, là, c'est quelque chose de compliqué. Mais en gros, l'idée de la crypto-anarchie, c'est de dire que les gens sont capables de faire leurs petites affaires de par la cryptographie. Donc, c'est typiquement un exemple dans le cas de Bitcoin, mais quand on utilise Internet, par exemple, on utilise des sites, donc on a HTTPS, donc on sait qu'on peut aller sur le site en HTTPS, que nos informations vont pas être diffusées sur des serveurs en clair pour que des pirates y aient accès. Il y a, toutes sortes de cryptographie, donc tout ce qui va être protection de la vie privée, protocole cryptographique, voilà, cybersécurité, ce genre de trucs, parce que je suis pas un spécialiste de la cryptographie, c'est ça. Et l'idée de la crypto-anarchie, c'est de se dire: «Bon, bah, on va laisser les gens faire leurs petites affaires sur des circuits, informatiques grâce à la cryptographie». C'est-à-dire qu'on peut se faire confiance sans se connaître parce qu'on place notre confiance directement dans la machine, dans la cryptographie. Ouais, OK. Donc finalement, tu te passes, comme un petit peu avec l'anarchie, tu te passes, de ceux qui te gouvernent pour créer un petit peu un monde où tout le monde est un petit peu égaux, quoi, où tout le monde a son mot à dire. Voilà, c'est ça. Tu as pas un gouvernement ou un patron ou un supérieur qui te dit, «Tu peux faire ça, tu peux pas faire ça parce que tu as dit ça ou machin ou truc». Parce que c'est toujours une question de: «Oui, mais pourquoi, protéger la vie privée? Est-ce que vous avez des choses à cacher?» C'est pas une question d'avoir des choses à cacher, c'est simplement que, est-ce que toi tu as envie d'être, sous les feux des projecteurs constamment? Est-ce que tu aimerais que là, il y ait une personne qui ait la capacité de te voir au travers de ta webcam 24 heures sur 24, de t'espionner, qu'à chaque fois que tu écris dans un message Twitter ou Facebook en privé, ils puissent le voir, que tu t'envoies une photo de toi à poil, j'en sais rien, sur Snapchat, qu'ils puissent le voir. Est-ce que tu as envie de ça? Bien, sache qu'aujourd'hui,
tu es espionné. Alors, tu as pas des gens qui sont là avec ces petites loupes qui te lisent, hein, bien entendu, mais tu as des robots qui vont lire tes conversations, qui vont, drainer tes photos et cetera, et dans le cas où il y a une enquête judiciaire sur ta tête, toutes ces informations vont sortir. Et tu as pas besoin d'être, un criminel pour comprendre que des fois, c'est problématique. Peut-être que tu as des convictions politiques, peut-être que tu as des choses en qui sont pas en règle avec la loi, mais qui sont en règle avec tes convictions à toi. Donc si tu veux, tu peux comprendre que des gouvernements fassent ce travail. Je le comprends, je l'accepte, il y a pas de souci. Mais tu dois aussi comprendre d'un autre côté que tu as peut-être envie d'avoir cette vie privée, ce moment d'intimité. Et plus on avance dans le temps, plus on est espionné, et à chaque fois qu'il y a une petite attaque terroriste, un petit truc à la con, allez, on y va. Là, il y a la crise, on imprime de la monnaie. Et allez, il y a eu Charlie Hebdo, et après, on vous scanne. Et il y a eu le 11 septembre 2001, et allez, on met des caméras, etc., etc. Et au bout d'un moment, on va péter les plombs. Moi, je pense qu'on va péter les plombs. Après, ça dépend des gens. En Asie, ils sont sous les feux des caméras. On va dire qu'ils s'y sont habitués. Ça fait partie de la culture. Moi, Ouais. ça m'intéresse pas du tout. Je te dis sincèrement, savoir que je peux pas faire une blague sur un tel ou dire une cochonnerie, sans que ça me retombe sur la gueule, moi personnellement, ça ne me plaît pas du tout. Écoute, ça rejoint bien le principe et en vrai les fondamentaux aussi de la crypto, en fait, ta manière de penser là, puisque bah, de base, c'est exactement le concept de faire tout sans intermédiaire. Donc on va repartir un petit peu sur le sujet crypto. Toi, à l'heure actuelle, quels seraient peut-être les projets qui Mmh. rejoignent vraiment ces gros fondamentaux Ouais, fondamentaux d'ailleurs, ouais, parce pas de qu'on le souci, sait, t'inquiète. dans la crypto, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des shitcoins, donc des projets qui n'en sont pas vraiment, qui sont plus spéculatifs qu'autre chose. Mmh. On parle du Dogecoin, mais il y en a plein, plein d'autres. Il y en a même Ouais. plein sur CoinMarketCap, hein. Vous regardez dans le top 100, vous checkez un petit peu les white papers de chaque crypto et vous verrez qu'il y a plein de trucs qui ne servent à rien. Toi, quels sont pardon, les projets où tu te dis, ok, là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant? Bah, écoute, je suis obligé de dire des choses qui sont peut-être évidentes pour certains et pas forcément pour d'autres. Bitcoin et Ethereum, déjà, c'est Ok. important. Parce que techniquement, tu as effectivement plein d'autres projets. Mais c'est des projets que tu peux facilement remplacer. Ce qui fait que Bitcoin et Ethereum, ça sort vraiment du lot, c'est que déjà, c'est les monnaies les plus utilisées, on va dire, les plus minées aussi, donc avec les blockchains les plus solides. Donc forcément, déjà de ce point de vue-là, elles encaissent bien leur rôle. Ensuite, il faut essayer d'identifier des cryptos qui permettent des choses que Bitcoin et Ethereum peuvent pas forcément permettre à un instant T. Ouais. Voilà, je dirais un instant T, puisque Ethereum est voué à beaucoup évoluer. Donc moi, j'ai ma crypto de cœur qui est Solana, Ok. donc tu l'as en face des Ouais. yeux. On la voit là. Solana, c'est une blockchain, qui serait un peu plus centralisée, un peu plus corporate, faut le dire, hein, mais avec un consensus très intéressant qui permet du coup d'avoir une vitesse de transaction et une capacité transactionnelle élevée. Donc ça peut permettre des utilisations plus temps réel, comme des bourses de change décentralisées, comme des réseaux sociaux, des applications, de l'internet des objets, etc., etc. Des choses qui ont besoin d'informations quasiment en temps réel. Ce que j'entends par là, c'est que quand tu envoies une information, tu n'as pas envie d'attendre 10 minutes pour qu'elle arrive à Ex- l'autre bout. Tu Exactement. Ouais. as peut-être envie que ça se passe en temps réel. Donc le temps réel, ça voudrait dire que c'est instantané, bon, dans la tête de certains, mais quand vous envoyez un tweet, il apparaît pas en instantané. Il peut y avoir 100 millisecondes, une seconde avant qu'il passe. Et dans votre tête, c'est déjà du temps réel, tu vois. Donc il faut essayer de se rapprocher de ça. Et Et après, Solana, pardon de te couper parce que je connais ouais, pas beaucoup le projet. Solana fonctionne, j'imagine, du coup, avec sa propre blockchain c'est ça. et son propre réseau au final. C'est du proof of work ou comment ça fonctionne? C'est des gens aussi qui vont miner? Ouais, alors justement, c'est un peu plus centralisé. C'est pas en mode n'importe qui avec son PC gamer fait tourner le réseau Solana. Ok. C'est important de le savoir. Donc, c'est critiqué par certains et je peux le comprendre, hein, ceux qui sont vraiment crypto-anarchistes, à fond. Ils ont leur propre consensus, donc c'est pas le même logique de, on
On tente des 1, des 2, des 3 jusqu'à que ça passe, vulgairement dit, hein. C'est un autre consensus, un consensus, maison qui s'appelle le Proof of History. Donc j'irai pas dans les détails, mais en gros l'idée, ça a été de se rapprocher de mécanismes qu'on peut retrouver dans les télécoms, qu'on peut retrouver dans les microprocesseurs et cetera, puisque les fondateurs de Solana, c'est des gens qui ont bossé, chez Qualcomm, donc c'est des processeurs pour, téléphone Android, chez Dropbox et cetera, donc qui ont des bonnes capacités techniques, on va dire. Et ce consensus-là permet, de gagner vraiment en performance et en temps de réponse, tout simplement. Ok. Donc c'est leur propre consensus. Pour ceux à qui ça parle pas consensus, un consensus dans le cas de la blockchain, ce sont des règles où tu dois mettre tout le monde d'accord pour valider une action sur le réseau. C'est donc une action qui fait consensus. Dans le cas de Bitcoin, bah, c'est le mining avec la puissance de calcul, pour Ethereum aussi. Et dans le cas de Solana, bon, bah, comme je viens de le dire, c'est différent. Ok. Et du coup, ce projet Solana, est-ce qu'il y a des applications qui sont directement liées? Tu t'en as parlé, mais on va avoir une scalabilité plus importante, on va avoir un temps de réponse bien plus important. Et du coup, comment tu le traduis et via quel type d'application? Tu as parlé de Facebook, tu Ouais, vois, de réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a déjà ouais. des réseaux sociaux qui sont installés? Pour le moment, sur Solana, c'est assez jeune. Alors, on a Audius, Ok, qui est pas tout à fait on-chain, je pense, mais c'est un Spotify dans la blockchain, dans l'idée. ok. Audius. Après, donc, ils ont leur protocole de trading décentralisé, Serum, qui permet de faire des exchanges décentralisés comme, comment il s'appelle? Bah, Bonfida, Raydium et cetera. Donc c'est des équivalents d'Uniswap et Aave, mais dans la blockchain, Solana. Solana, ok. Il y a Star Atlas qui est en développement, donc l'idée ce serait de faire un jeu sur navigateur, mais derrière où toute la logique de base de données, c'est sur une blockchain avec, plein de NFT, donc pourquoi pas des skins qui se vendent et cetera. Donc une vraie économie sur la blockchain. Ça pourrait être vraiment sympa et il y a d'autres projets qui sont en cours. Donc c'est assez jeune. Ça a été, le projet a commencé à voir le jour en 2017, mais a été mis en ligne en 2020, je crois, Ok. et Ah c'est ouais. backé par pas mal de gros investisseurs, donc il faut vraiment laisser du temps. Il ne faut pas aller plus vite que la musique parce que ça met vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, ce Écoute, genre de choses. vu comme ça, en tout cas, ça a l'air très intéressant et moi, ça me parle beaucoup parce que récemment, j'ai fait un petit podcast où il y avait des gens qui s'appellent la cryptosphère. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais voilà, Ouais, ouais, bien sûr, bien ouais, sûr. bah, qui sont très cool et qui étaient venus me parler me poser des questions par rapport à ça. Et ils me disaient, ouais, qu'est-ce que tu penses justement des NFT et du gaming avec la blockchain? Et j'étais en mode, bah, le gaming sur la blockchain, il est pas présent, quoi. Encore, Non, pas encore, en tout cas. Il y a des projets qui naissent, mais tu vois, Alice, par exemple, je sais pas si tu t'y intéressais et tout, c'est un non du peu, tout. c'est hyper simpliste, c'est un peu à chier, Ouais, quoi. pour le Il y a- moment, il y a que Chi et si, là, il y a Ultra, apparemment, ils veulent Alors, être un peu le Steam ouais, ouais, voilà, Ultra, de mais la Ultra, blockchain. ça va être vraiment une plateforme, mais je parle un jeu Mmh. qui s'appuie Ouais, un jeu. sur la blockchain. Il y a Sora avec le fantasy football, mais c'est pas vraiment un jeu, tu vois, c'est de la collectionnite aiguë, Mmh. mais un jeu. Et là, le fait que tu me parles de Solana, c'est cool parce que moi, je me posais souvent la question en mode, ouais, mais si on veut un jeu où tout se fait, enfin, un jeu par exemple à la Pokémon, tu vois, tu te trimbales, t'es Mmh. là, t'as des monstres qui pop et tu dois les capturer. Mmh. Je me dis, Mmh. pour que ça se soit imprimé dans la blockchain, il faudrait que ce soit rapide et ça fonctionnerait pas. Bah, encore Pokémon, tu vois? Ça pourrait passer en plus lent, c'est-à-dire que si tu veux vraiment faire le truc carré, c'est un jeu en 2D, donc tu dirais dans le cas de Solana, le block time, c'est 400 millisecondes, donc tu dirais que tu peux faire un pas tous les 400 millisecondes. Peut-être un Dofus, tu auras un truc assez lent, en tout cas Ouais, dans un premier temps, tu serais pas sur du temps réel. Moi, je penserais plus à des jeux sur navigateur où justement, tu sais, tu fais une action, donc tu peux avoir un truc qui se passe côté client, donc c'est chargé par ton ordinateur ou quoi, et après quand tu soumets une action, donc attaquer, défendre, racheter, ce que tu veux, ça l'envoie à la blockchain. Ça, tu peux. Mais ne vous attendez pas de sitôt à avoir des jeux temps réel comme un FPS ou des jeux de course ou des trucs comme ça. C'est mort. Mais des petits jeux, ouais, pourquoi pas. Et après, blockchainiser certaines actions comme des pack opening, des case opening, ouais, là, oui, pas de souci. ouais. Bien sûr. D'ailleurs, c'est déjà le cas avec Pokémon finalement, hein. Ouais. Enfin, c'est pas vraiment un jeu pour le coup, mais là, le pack opening est directement, c'est l'essence même du projet. Il est enfin pas instantanément d'ailleurs, c'est hyper long, mais il est inscrit dans la blockchain, clairement.
Ok, eh bien écoutez, c'est un jeu style Diablo. Il y a Lost Relics d'Engine, nous dit Soldat Carmine. C'est un jeu style Diablo. Alors je sais que Engine, justement, c'est un petit Ouais. peu le concurrent de iOS. Mais je t'avoue que je sais pas Ouais. si eux, ils parlent de plateforme ou de jeux vidéo parce que Bah, je crois que c'est plutôt, ouais, un packaging de plein de trucs dont, permettre des NFT et cetera. Mais c'est moi-même, j'aurais du mal à te répondre. Ça c'est peut-être plus NFT, ok, Engine, ok. mais je Les maîtrise vieux pas. connaissent au game. Ouais, ouais, un haut game sur la blockchain, en vrai, je pense que aujourd'hui c'est faisable, quoi. Donc Ouais. c'est plutôt marrant, en vrai, c'est plutôt cool. Mais est-ce que ça aurait une véritable utilité? À voir, pourquoi pas, en vrai, pour que tout soit inscrit, etc. Ça pourrait avoir un vrai truc. Moi, dernière petite question, on arrive déjà quasiment vers la fin. Est-ce que pour toi, la question de la sécurité, elle pose problème quand même? Je m'explique. Mmh. Avec Mmh. l'explosion de tous les projets, il y a énormément de scams qui arrivent sur la crypto. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est vieux ou pas, mais j'imagine que oui. Dès qu'il y a un petit peu d'argent à se faire, il y a forcément des gens qui essayent de t'arnaquer. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment nocif à l'environnement. La dernière fois, le truc était vraiment concret. Je parlais, je crois que c'était d'Uniswap, non, de Polka Starter. Et genre, j'ai tapé Polka Starter sur Google. Et si tu veux, il y a un polkastarter.gg, Mmh. polkastarter.com, Mmh. Polkastarter. Et en fait, ce truc de une fois que j'ai envoyé ma transaction, si je me suis planté ou si j'ai fait n'importe quoi, eh bien, c'est trop tard. Est-ce que ça te Ouais. pose problème? Bah, Parce que c'est un pour les réel problème. débutants, Ouais, c'est un réel problème, hein, bien sûr, hein. Là, les piratages, les arnaques, les usages de faux, c'est un vrai problème. C'est comme si tu te reprojetais en arrière heu, à la carte bancaire au début d'internet, tu vois? ouais, C'est un petit peu le même problème, c'est-à-dire que quand tu connais les mécanismes d'arnaque, bon, bah, tu t'en sors, mais quand tu les connais pas, tu peux pas les deviner si tu veux. ouais. Donc, tu peux rapidement te faire avoir. Et vu qu'on n'a pas de garantie, enfin, c'est pas qu'on n'a pas de garantie, mais d'ailleurs, il me semble qu'il y a des projets d'assurance qui commencent à naître et tout autour de la crypto. Mais en fait, ce qui me dérange, c'est que j'ai du mal à faire la balance entre, ok, les banques, au final, on va dire que à part grosse crise majeure, tu es assuré pour tes fonds si tu as tes fonds dans une banque, tu vois. La Mmh. crypto, t'as du coup plus d'intermédiaires, donc t'en fais ce que tu veux, mais j'ai l'impression que tu sais, j'ai l'impression d'avoir un couteau sous la gorge à chaque coin de rue, à chaque fois que je veux faire une transaction et tout, surtout au début, parce que je me dis, Mmh. putain, Ouais, je sais, ouais, imagine, tout à fait, ouais. mon MetaMask, il n'a pas copié-collé la bonne donnée et ça s'envoie et c'est perdu et tout. Donc j'ai du mal à trouver, tu vois, un peu l'entre-deux de me dire, ok, si on rajoute plus d'acteurs, des assureurs, des intermédiaires et tout, bah du coup on revient, on fait des pas en arrière, mais d'un autre côté, ils sont quasiment nécessaires pour assurer la sécurité de ce qu'on a. Et Yes. qu'est-ce que toi t'en penses? Bah, il faut mettre en place des mécanismes. Alors, il y en a plein hein, à mettre en place. Bon, déjà, il faut faire de la vulgarisation, il faut sensibiliser les gens, bien entendu. Pour des transactions, tu peux mettre en place des mécanismes de double dépense. Ok, Alors, ça peut être chiant sur Bitcoin ou Ethereum, mais sur des Solana ou des XRP, des XLM, des cryptos relativement rapides, tu pourrais très bien dire, imaginons, j'ai 20 balles à t'envoyer. Je fais d'abord une première transaction de 1 centime. ok, Je vois qu'elle a bien été reçue, envoyer le reste, tu vois? ok, Ça ok, permettrait déjà de limiter la casse, ouais. par exemple. Alors que Donc ça, c'est une sur Ether, si tu fais ça, tu te prends 40 balles à chaque fois de, ouais, de frais. Donc en c'est. l'état, en l'état. Ouais, Sauf s'il y a une mise à jour qui permet ça et que justement tu aies, une partie test et une partie vraie transaction. On pourrait, hein, franchement, c'est possible. Ça, c'est ce que je vous dis là, je ne l'ai pas inventé. Je l'ai vu passer rapidement sur internet. Je pense que c'est d'une extrême, importance. Après tu as, il faudrait mettre en place des espèces de certificats, des espèces de moyens de vérifier que tu es pas sur une arnaque. ouais, Donc ça pourrait être, je sais pas moi, passer par une application mobile, tu as un QR code avant de faire quoi que ce soit de de risqué et hop, tu scannes et ça te donne le feu vert ou le feu rouge. C'est une idée, hein, je l'ai ouais. sorti là comme ça. Mais trouver des mécanismes qui permettent de pas se faire avoir, on va dire, tu vois? D'éviter l'usage de faux, tout simplement.
Et ça va mettre du temps. C'est ouais, je pense qu'aussi que ça va mettre du temps, mais je pense aussi que ce sera pour moi la plaque tournante de, l'adoption, de ces cryptomonnaies, de la monnaie numérique, au grand public. Parce qu'en fait, s'il y a quelqu'un qui n'y connaît rien du tout, ni à l'informatique, ni à la monnaie numérique aujourd'hui, tu lui dis de faire un simple transfert sur MetaMask, bah, bonne chance, hein, parce que et pourtant Ouais, je MetaMask sais. c'est utilisé, hein. Donc, je Ouais, pense que vraiment, quand on arrivera à ce point-là, c'est que l'adoption généralisée de la monnaie numérique sera faite ou sera en cours, quoi. Et ouais, qui, c'est en pour cours. l'instant, ne l'est pas. On rappelle, là, ce soir, vous êtes ici et vous y connaissez sûrement ou vous commencez à vous y intéresser en crypto-monnaie, mais on est une ultra niche. Et il faut vous dire que même en 2021, nous sommes précurseurs Hmm. parce que voilà, c'est pas encore adopté par une majorité, même très très loin de là. On sait qu'il y a Ouais, il y a déjà du des travail, hein. ouais ouais, il y a du travail. On sait qu'il y a des pays où c'est déjà bien plus commun, notamment certains pays d'Asie que ici, mais ça reste même là-bas qu'une minorité. Donc c'est très important à comprendre. Ok, Capet, je pense qu'on a fait le tour d'en tout cas ce que je voulais un petit peu voir. Est-ce que toi, tu as quelque chose que tu voudrais rajouter ou tout simplement sur lequel tu voudrais débattre là maintenant? Bah, écoute, rajouter, pas spécifiquement. Si, s'il y a des gens qui me suivent par rapport justement plus aux optimisations, au gaming, informatique, ce genre de trucs et qu'ils en ont marre que je parle de crypto, je suis désolé. Je vous fais la C'est petite précision c'est comme ça. Si là, je suis pareil full pour moi. crypto, c'est que côté gaming, il y a rien, il y a pas de jeu. Ils ont rien sorti sur PC d'intéressant, ils ont rien sorti sur Play. Je surveille, hein, il y a rien, ça ne m'intéresse pas. Donc je force pas. Quand il y aura quelque chose, je serai là. Sur la PlayStation 5, bon, je l'ai dit, il n'y a Il y a rien. rien. Ouais. Côté hardware, ils ont sorti des cartes graphiques, personne ne peut les acheter. Je peux vous faire des reviews, mais à part vous frustrer, pour moi, voilà, à part vous frustrer, ça va pas être super intéressant. Côté optimisation, bon, bah, ça arrive ce mois-ci, il y a pas de souci. Mais franchement, c'est It Takes Two, comme dit dans le chat, ça m'a pas intéressé plus que ça. Donc voilà, je suis dans mes cryptos, là, il se passe des trucs, ça me permet de me replonger dedans parce que je kiffe. En 2017, c'était pareil. Je saute entre crypto et informatique, en fonction de ce qui se passe et là, côté info, il c'est la crise, quoi. C'est le cas de le dire, c'est la grosse crise. Le truc qui est intéressant, c'est marrant parce que moi, c'est un peu pareil. Si tu veux, je suis beaucoup plus jeux vidéo d'habitude que le reste. Sauf que Mmh, en ce moment, bah, moi, mon jeu principal, le jeu auquel je joue, je sais pas si tu en as déjà entendu parler, c'est Summoner's War. je connais pas. Et en ce moment, Summoner's War, il se passe pas grand-chose. Et derrière, je fais un petit peu d'autres jeux et tout. Mais ce qui me passionne vraiment en ce moment, c'est la crypto, tu vois. Donc j'en fais de plus en plus. Et je le sais, il y a des gens qui sont en mode, Ouah, il me saoule avec ça. Mais quand tu rentres dans ce type de monde-là, en fait, il y a tellement à découvrir et à dire et du coup à partager que moi je peux pas m'en empêcher en fait. Tout simplement, s'il y a des trucs à dire, je les dis et s'il y a des trucs que je Ouais, c'est découvre, ça. je les partage. Et donc du coup, ouais, je te rejoins bien là-dessus. Il y a des gens qui sont pas habitués ou qui n'aiment pas le Mmh. contenu ou qui sont tout simplement pas touchés par le contenu. Et d'un côté, tant pis pour eux, mais moi, ça me fait kiffer. Donc, Ouais. Non, mais après, je comprends aussi. Il y a aussi peut-être un pas envie, parce que tout le monde en parle et que c'est comme quand tout le monde te parle de Game of Thrones, bah, tu pas envie de regarder c'est alors que tu ça. rates quelque chose. Il y a un ras-le-bol. Mais, ce qui vraiment dégoûte, en fait, c'est que pour vous faire vraiment la petite parenthèse, puisqu'on est tous les 2 du gaming, donc ça peut vous intéresser. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde s'est arraché la tête pour produire vite des PS5, vite des Xbox, parce que dès Mm. que l'un a ouvert le bal, l'autre s'est dépêché de faire pareil. Pareil pour les cartes graphiques. Donc, Nvidia avait bossé avec Samsung et non pas TSMC pour ses cartes graphiques. Donc, ils ont eu un petit coup d'avance, mais qui n'a pas tenu longtemps. Il faut savoir que tout ce qui est PlayStation, Xbox, iPhone, carte graphique AMD, processeur AMD et plein d'autres trucs, c'est le même fondeur, c'est TSMC, c'est un fondeur taïwanais et eux, ils peuvent pas tenir la demande. Il y a pas de matière, il y a pas assez de matière, il y a trop de demandes, ils n'arrivent pas à tenir. Donc du coup, vu qu'on est confiné et qu'il y a plein de gens qui veulent acheter, mais que derrière, il n'y a pas assez de produits, forcément, il y a un trou, il y a un gros trou. Donc, qu'est-ce que ça crée derrière?
retard sur les Play, retard sur les Xbox, retard sur les PC. Sur les Du jeux. coup, moins envie de pousser de l'argent sur ces secteurs-là. Les jeux sont de facto retardés et ça met toute l'économie à plat, en fait. Donc, soit nous, on se laisse crever et on fait semblant de vous pousser des trucs, mais au final, vous ne pouvez pas acheter, vous ne pouvez pas consommer. Et ça fait en mode, ouais, vous êtes là pour l'argent, mais c'est plus vicieux que ça. C'est même pas une question de qu'on est là pour l'argent ou quoi. C'est une question de toute façon, vous ne pourrez pas consommer comme vous le souhaitez parce qu'on est avide de consommation. C'est comme ça. Alors, on peut insister avec League of Legends, Counter-Strike, Valorant. On a tous les copains qui font ça. Il n'y a pas de souci. Allez les voir. C'est leur marché. Ils le font très bien. Moi, j'aime bien sauter de jeu en jeu, de plateforme en plateforme, de hardware en hardware, de parler de ce qui se passe. Et je ne peux pas faire ce travail-là. Ça me pèse, ça me déprime, pour être honnête. Et du coup, je me rabats sur les cryptos. Voilà. Et écoute, au moins, dis-toi que tu as peut-être une visibilité sur quelques mois où il y a des choses à parler et où ta communauté pourra aussi kiffer. Enfin, moi, ça va, ils sont quand même cléments en général, les gens, et ils savent que Mm. quelque chose qui te fait kiffer toi, bah, c'est le principal. Donc voilà. Et comme tu l'as dit, on a encore, je pense, quelques petits temps là à rider sur la tendance, on va dire, crypto et sur C'est nos, ça. sur nos altcoins et pouvoir continuer à déblatérer, à donner des informations, à débattre et tout ça. Écoute, Capet, je pense qu'on a fait le tour. C'était On est vraiment pas cool de mal. t'avoir. Franchement, Mm. c'était hyper intéressant. Je vais pas te mentir que tu m'as appris beaucoup, beaucoup de choses et Avec c'est grave plaisir. cool. Et bah, j'espère que les gens ont kiffé aussi dans le chat, mais je n'en doute pas. D'ailleurs, s'il y a des questions, c'est maintenant. Donc je Oui. vous intéresse à les poser, je vous invite à les poser maintenant. Comme ça, on essaiera d'y répondre et donner nos différents points de vue. Et puis après, on pourra, je pense, clôturer là-dessus. Il y a des gens je te suis depuis 2017, donc Jumpé Super Live, merci beaucoup, c'est gentil. Cool. Je suis content, de voir qu'il y ait des gens qui se soient embrigadés là-dedans. Il faut le savoir, j'ai créé, tu sais, au tout début, j'ai créé un petit groupe Telegram parce que justement, je voulais pas trop embêter la commu avec mes histoires de crypto. Tu vois, quand j'ai découvert tout ça, je me suis Mm. dit, tiens, créer un groupe séparé. J'ai fait un petit truc Telegram et puis au fur et à mesure, il a pris de l'ampleur. Tu vois, on est 600 quasiment sur le groupe. Enfin, on est même plus de 600, je crois. Et en fait, bon, après, c'est plutôt le groupe qui a débordé sur le Crypto Fan Club, etc. Mais euh, ça m'a fait prendre conscience qu'il y avait des gens qui me suivaient depuis vraiment longtemps, qui se Ouais. sont mis au même truc que moi en même temps. Bon, c'est un peu notre boulot au final, hein, ils nous appellent influenceurs, c'est pas pour rien. Mais c'est trop cool de se dire que tout le monde suit un petit peu la même aventure au même moment. C'est comme si tu faisais un let's play et que tout le monde le faisait en même temps que toi et que bah, c'était, tu vois, tout le monde trouvait, ah bah tiens, il y a un coffre là à droite sur cette map ou C'est ça c'est exactement intéressant et c'est ça. petit. Et c'est vachement cool, donc voilà. Il y a quelqu'un qui demande du coup, j'ai l'impression de voir cette question à chaque Crypto Fan Club, un avis sur les NFT, mon cher Capet. Ouais, bien sûr, bah, c'est lourd, hein, les NFT. Tu sais, c'est comme les armes à feu, c'est bien, mais il faut juste faire attention à ce que tu en fais avec. Là, on est dans une période de découverte vis-à-vis des NFT, Ouais. parce que c'est encore un nouveau moyen de parler des crypto-monnaies à des gens qui ne sont pas intéressés aux crypto-monnaies. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui poussent ça, qui balancent v'là le pognon là-dedans, c'est pour faire parler, c'est pour démocratiser plus qu'autre chose. Donc les NFT, tu peux t'en servir pour plein de trucs, tu peux t'en servir pour tokeniser des produits, des services, ça peut être, bah, des trucs qui vous parlent comme des skins dans les jeux, ça peut être, des faire des étiquettes de prix pour des produits, hein, tout simplement. Au lieu de vendre le produit, tu peux faire des étiquettes de prix pour les produits, hein, pourquoi pas? Des œuvres d'art, tu peux faire vraiment tout plein de choses avec les NFT. C'est juste que là, en ce moment, on est dans une frénésie de la connerie Il y a et tout et ne n'importe rentrez quoi. pas là-dedans au risque de vous casser les dents. Moi, c'est mon conseil. Si ça vous parle et que vous y croyez et que vous considérez le prix d'une chose en NFT juste, allez-y. Mais je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il y en a énormément, comme pour les altcoins, qui sont totalement hors de contrôle. Et laissez les gens hors de contrôle dans leur délire. Ils le font très bien eux-mêmes. Si je résume bien, en tout cas, je sais pas si tu l'es, moi je suis pas très sensible à l'art. Et du coup, l'art numérique, bah, c'est pareil, hein. Pour moi, Ouais. quand on regarde Carré Blanc sur fond blanc, qui coûtait des millions de dollars, qui pour moi était juste une toile peinte avec de la peinture blanche, il y en a qui voyaient du génie là-dedans.
moi, je voyais juste un carré blanc. Bah, c'est un peu pareil pour les NFT. Ouais. Les NFT, en tout cas, on va dire d'art. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui aujourd'hui valent très très cher en termes de NFT, même plus cher que ce que vous pouvez imaginer, hein. Il y en a qui se vendent pour plusieurs dizaines de millions de dollars. Cependant, est-ce que ça les vaut? Bon, moi personnellement, pour répondre à la question, je suis personne pour savoir si ça les vaut ou pas. J'observe, voilà. Si jamais il y a des gens qui sont prêts à payer, c'est que ça devrait les valoir. Maintenant, est-ce que si vous demain, on vous dit achète ce NFT 100 balles carré blanc sur fond blanc et dans 10 ans il vaudra 1 million, ça j'y crois moyen. Voilà, je suis pas sûr que tout prenne de la valeur, surtout tous les projets qui naissent en ce moment. Donc voilà pour mon avis sur les Ouais. NFT. Après, ça reste quelque chose de très bien parce que ça permet de rarifier des choses et moi enfin des choses, des éléments numériques, et moi qui suis très jeu vidéo, quelque chose de rare dans un jeu vidéo, je kiffe. Moi, je Ouais. kiffe avoir une armure qui est unique. Je kiffe avoir un home Ouais. en Je suis diamant d'accord. voilà, où tu sais qu'il y en a 10 et qu'il y en aura que 10. Donc, pour tout ce qui est lié aux jeux vidéo, moi, je suis grave hypé par les NFT. Par contre, l'art, ça me touche un peu moins. Voilà pour mon avis à moi. Mm. Il y avait une autre question, c'était quand on est débutant, quel altcoin peut-on focus et pourquoi? Alors là, je vais te laisser répondre parce que moi, en général, j'ai la réponse préfaite Pas là-dessus. facile. Pas facile. Alors, pour moi, il y a vraiment, il y a à boire et à manger, hein, dans les alts. Tu Ouais. peux croire en un projet. Donc, si tu crois en un projet, je te demande vraiment, en toute amitié, d'aller gratter plus loin que la surface. C'est-à-dire, c'est pas: «Oh là là, c'est le nouveau YouTube, je crois en ce projet». Parce que tu verras qu'il y en a plein et que potentiellement, c'est un leurre, tu vois? Donc, qui a créé ce nouveau YouTube? L'as-tu utilisé ce nouveau YouTube? Est-ce que, c'est facilement utilisable? Est-ce que c'est pourri? Est-ce que, les gens qui sont, derrière le projet sont honnêtes? Est-ce qu'ils ont levé des fonds? Est-ce que si? Est-ce que ça? Tu vois, tu grattes le projet. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, tu peux être en mode: «Cet alt, je m'en tamponne, mais vu que tout le monde est dessus, il y a peut-être du sous à se faire». Donc ça peut être Doge, ça peut être Cardano et cetera. Donc attention là-dessus. Il y a des sous à faire, il y a des sous à perdre aussi. Vaut mieux être dans le bon sens du vent. Voilà, bon ça, c'est avec l'expérience et le feeling. Ouais. Ça, de toute façon, il y a pas de magie. Et puis, après, tu peux tout simplement, comprendre des problématiques, vis-à-vis des cryptos. Tu vois? Par exemple, il y a plein d'Ethereum killers. Je vais vous donner plein de noms d'un coup, hein. Considérez, Ethereum killer aussi. Tu as Polkadot, tu as, Cosmos, tu as Solana, Elrond, Avax, Lisk, ARK. Enfin, tu en as trop. Franchement, tu en as trop. Moi, j'ai choisi Solana parce que c'est celui qui a le block time le plus bas, avec une capacité transactionnelle folle et des frais relativement bas. Donc, tous ces trucs-là, c'est validé. On n'est pas sur un consensus alambiqué et on n'est pas sur du je fais ce que Ethereum pourrait faire, mais je le fais un petit peu avant lui. Genre Elrond, voilà, ils ont intégré le sharding. Bon, bah voilà, ils ont intégré le sharding. Quand il y aura le sharding sur Ethereum, qu'est-ce qu'il adviendra d'Elrond? Je ne sais pas. Avalanche, c'est un petit peu pareil. EOS, c'était beaucoup plus centralisé. Donc, ça l'est moins, mais c'est toujours plus centralisé. Polkadot, c'est encore différent. Ça me plaît un peu plus parce que ça va plus loin que frais de transaction, vitesse. Ça va beaucoup plus loin. Donc, tu as tes petites convictions. De toute façon, tout ça, c'est des trucs relativement personnels. Mais comprends qu'un projet peut potentiellement avoir des concurrents, peut potentiellement être un pétard mouillé. Donc, analyse la concurrence, analyse le projet, teste le projet si tu peux, teste le produit que tu achètes, au moins fais une transaction dessus déjà, regarde le wallet s'il ressemble à quelque chose, c'est la base, ce genre de truc. Parce que des fois, tu prends peur, hein. Tu vois des trucs qui sont dans le top 100, tu utilises le truc, tu te mets des doigts au fond de la gorge, tu te fais vomir. Et c'est là où tu comprends que personne n'a fait l'effort que toi, tu as fait de tester le produit et tu vas te rendre compte rapidement qu'il va y avoir un petit retour de bâton. Voilà. Pour terminer, tu parles d'Ethereum Killer. Est-ce que tu crois vraiment à une crypto dans l'immédiat ou dans un futur assez proche qui serait Ethereum Killer? Pour moi, il y aura plein de blockchains.
Donc, si ces blockchains font des partenariats, font des applications exclusives avec des partenariats exclusifs pour derrière proposer des applis, des sites web ou toutes sortes de choses, pourquoi pas, hein? Moi, je suis pas fermé à la concurrence. Je parle comme si j'étais chez Ethereum. Je suis pas fermé à la concurrence, il y a aucun problème. De toute façon, il y aura plusieurs blockchains. C'est comme si, je te disais, il y a que YouTube et puis il y a pas Twitch et il y a pas Vimeo, il y a pas Dailymotion et cetera. Il faut laisser faire la concurrence. Maintenant, s'il y a aucun argument à part juste la techno, mais qu'en plus d'avoir une meilleure techno, il y a personne qui utilise ce projet, la techno sert à rien puisqu'il peut y Clairement. avoir une belle techno. Si personne l'utilise, ton projet, c'est un pétard mouillé, tu vois? Voilà. OK et ben écoute, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que si enfin, je vais te laisser conclure, si jamais tu vois des questions pertinentes dans le chat ou si toi tu as envie de dire un dernier petit mot. Je veux pas te retenir plus longtemps donc je Il y a sais pas pas de trop, souci. combien de temps tu avais disponible non plus, j'ai oublié de te demander en début Pour d'émission. moi, c'est bon. De toute façon, on s'était dit 1h30, donc c'est cool et OK. même, hein, il y a pas de souci, je parle beaucoup. Alors, Capet, fais-tu des vidéos ou des lives sur les cryptos pour les conseiller? Oui, regarde, j'interagis dans le chat, je me permets. Vas-y. Ou, des lives et ça traitera toujours de crypto, d'informatique et de gaming. Donc informatique pour le gaming, hein, accessoirement. Ouais. D'ailleurs, je sais on l'a dit au début, donc on peut te retrouver déjà sur YouTube, tout simplement en tapant Capet. Sur Twitch, Mmh. Capet aussi, hein, on le voit, Ouais, Capet Capet le le vrai. vrai d'ailleurs. Mmh. Tu fais des lives réguliers? En ce moment, j'essaie de me forcer à faire du 3 fois par semaine, ouais. OK, bah, vas-y, dis les horaires et tout, J'ai pas d'horaire et c'est peut-être un problème d'ailleurs. Je sais pas, mais tous les dimanches, je parle crypto avec, Léo, principalement un ami à moi, qui OK. est très bon en analyse technique pour ceux que ça intéresse, ceux qui veulent vraiment gagner des sous. Comme ça, moi, je mets ma petite couche, analyse fondamentale et lui il reste focus sur la technique, on se complète bien. C'est tous les dimanches à 21h sur OK. Twitch. Et côté YouTube, j'essaie de reprendre, donc ça parle, comme dit, hein, d'informatique, de crypto, et cetera. Et là, je compte sortir des contenus pour vulgariser un petit peu la crypto à ma façon, en espérant que ça sert à quelque chose pour certains. J'essaie d'apporter quelque chose. Maintenant, bon, voilà, chacun se fait son avis et toujours des optimisations pour essayer d'avoir la latence la plus basse possible pour jouer dans les meilleures conditions possibles. Très bien, je crois, enfin, je suis même sûr aussi que tu as un compte Twitter, si jamais vous voulez, Ouais, voilà, être au courant un petit peu des dernières news. Je sais que, tu tweets aussi un petit peu, au travers de la crypto puisque là, c'est le sujet, mais que évidemment tu vas parler d'un petit peu de tout, c'est normal, c'est ce qu'on fait tous d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Très, très bien et bien écoutez, je pense que c'est tout bon. Il y a quelqu'un aussi qui disait: «Ouais, moi je veux m'y mettre, mais je comprends pas tout et cetera». Alors il y a de très, très bons sites, il ouais, y a le journal du coin, il y a oui, Cryptost, oui. qui sont d'excellents sites pour commencer. Il y a aussi Binance Academy si vous voulez savoir comment un exchange Voilà les 3 fonctionne. sources. Ouais. Ouais, je pense que c'est pas mal. Mmh. Il y a du coup le Crypto Fan Club pardon qui a recommencé avec les bases de la base. Donc si vous regardez l'épisode 1 ou 2 ou 3 sur YouTube, c'est vraiment les bases des bases avec des intervenants différents. Donc voilà, et puis j'imagine Capet que toi tu viens de le dire, tu feras aussi pas des tutoriels mais de la vulgarisation Ouais. de crypto-monnaie pour reprendre les débuts. Moi, je sais que c'était important au tout début quand j'ai commencé à m'y intéresser. Je me disais, waouh! En fait, c'est le contraire des gens qui ont commencé à s'y intéresser en 2017 et en 2013. C'était pas, il n'y a pas assez d'infos et c'est en anglais et on comprend rien. Ouais. C'était, il y a trop d'infos Il y a et du trop coup, tu d'infos. sais pas par où commencer. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé d'ailleurs cette émission-là. Donc voilà, j'espère que Mmh. vous avez bien pris note de tout ça. J'espère que ça vous a plu. Capet, encore une fois, merci beaucoup d'être intervenu sur le Merci à live. toi, c'était intéressant. Bah, Mmh. c'était vraiment Un cool. peu de sang frais, on J'ai pourra en refaire, hein, si tu veux, eh ben écoute, il y a pas de souci. je te note dans un coin comme quoi tu es chaud pour revenir et puis dans une paire d'émissions, je te recontacterai et puis on Avec pourra parler. plaisir. Moi, je suis content parce que vu que j'en apprends aussi, tu sais, chaque semaine sur plein de trucs, ça me permet de me dire, ok, ah, ce mec-là, si je le revois là, je comprendrai ce pan-là dont il discutait et j'aurais même des arguments dans son Mmh. sens ou dans l'autre. Et donc, du coup, c'est vraiment cool. Donc, ouais, avec grand plaisir, tu seras le bienvenu sur le Crypto Fan Club. Je remercie les viewers qui étaient là. Ça vous a plu. Apparemment, je vois beaucoup de messages bienveillants dans le chat. Donc, c'est très Il y aura cool. une rediff de toute façon pour ceux qui sont arrivés en Ouais, ah retard, oui, ouais. bien sûr, rediffusion toujours sur mon YouTube, Junpei France. Vous trouverez sans problème, j'imagine.
Et du coup, vous aurez l'intégralité de l'émission. Capet, merci beaucoup. Et puis, je te Merci souhaite une encore. excellente soirée. Bah, écoute, bonne soirée, ciao tout le monde et à une prochaine peut-être, hein. Et, certainement, certainement, si toi t'es chaud, c'est que ça se fera. Allez, Salut, salut. passez une bonne soirée, mangez bien, ça va être l'heure de manger. Ciao. Merci. Eh bien, écoutez, cette